Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Analyse Hebdo, l'émission qui décrypte l'actualité avec notre expert Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Comme chaque vendredi soir à 20h, nous abordons 3 sujets qui ont marqué notre semaine pour mieux appréhender le monde qui nous entoure. Georges, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Alors, ce soir, nous aborderons forcément la tempête Fiona parce qu'elle a durement touché la Guadeloupe et il y a des points qui nécessitent votre éclairage ce soir. Donc nous ferons un point sur la gestion des risques naturels en Guadeloupe dans un premier temps. Ensuite, nous analyserons ensemble comment la solidarité nationale s'exprime sur nos territoires en cas de catastrophe naturelle, pour enfin clôturer notre rendez-vous avec un petit point sur l'illettrisme, puisque c'était la semaine nationale il y a peu de temps. C'est parti. Alors, les dégâts qui ont causé la tempête Fiona ont soulevé une première question en termes de prévision. Quel est le degré de fiabilité de ces prévisions ? Eh bien, actuellement, le bassin Caraïbe est sous la surveillance du National Hurricane Center, le Centre américain des cyclones, et c'est cet organisme qui donne des prévisions de trajectoire. Et Météo France ne fait en général que reprendre les données qui sont celles du NHC. Le cas de Fiona est intéressant dans la mesure où le NHC au départ n'a pas été en mesure de situer deux paramètres. Le premier, c'est que le centre dépressionnaire se situait avant la tempête, en tout cas la masse nuageuse, et d'autre part, le positionnement. Alors rappelez-vous que lorsque la tempête était à 800 km de la Guadeloupe, le centre dépressionnaire était situé à 16,8, donc devait passer au nord de la Grande Vigie. Lorsque l'avion américain qui entre dans le centre du phénomène et qui fait des mesures, en réalité on s'est rendu compte que le centre dépressionnaire était à 16,1, donc au niveau du sud, à la pointe de Vieux-Fort, et lorsque le phénomène est passé, il est passé à 16,5 nord, ça veut donc dire qu'il est passé directement sur la Guadeloupe. Donc c'est vrai que ce que nous espérons tous, c'est une plus-value de Météo France. Alors je sais que c'est difficile, que Météo France n'est pas forcément outillé. La prévision des vents est exacte, l'état de la mer est bien prévu par Météo France. Par contre, il y a 2 phénomènes qui échappent. D'abord, les phénomènes de cisaillement. Quelle est leur importance sur l'atténuation de l'intensité des pluies? Et d'autre part, la formation brutale d'un certain nombre de masses nuageuses, de cumulus, comme on a pu le connaître il n'y a pas si longtemps, même si ces cumulus se sont concentrés, par exemple, au mois d'avril dernier, sur la Grande Terre et particulièrement les abîmes Bémao, donc un axe très particulier. Donc c'est vrai que Météo France gagnerait, me semble-t-il, à peut-être lorsqu'un phénomène est à 400 ou 500 km de chez nous, de compléter les informations du NHC, du National Hurricane Center. Faudrait-il encore que Météo France Guadeloupe puisse avoir les moyens matériels de pouvoir effectivement se livrer à des prévisions de trajectoire, sachant que nous ne sommes pas en présence d'une science exacte et qu'il y a des modèles numériques qui donnent des probabilités. Et c'est vrai que ces probabilités, et on l'a vu pour la tempête Fiona, peuvent être très variables en ce qui concerne les prévisions. D'accord. Alors, il existe plusieurs dispositifs de protection imposés par la loi. Je pense au GMAPI, au PPRN. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair ? Oui. Concernant la gestion des risques, donc la protection des biens et bien sûr les protections humaines, la protection des vies humaines, il y a 2 dispositifs qui sont actuellement opérationnels. Le dispositif GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
qui, au terme de la loi Noutré, donc la loi du 7 août 2015, incombe depuis 2018 à titre optionnel aux intercommunalités et à titre obligatoire depuis 2020. En réalité, toutes ces structures ont un plan GEMAPI. La grande difficulté, c'est que le plan GEMAPI doit s'appuyer sur l'arrêté du 7 avril 2017, qui, en tout cas, concerne ce qu'on appelle le plan d'études des dangers. Et l'une des faiblesses des différents schémas de gestion des inondations, c'est de n'avoir pas un plan des dangers suffisamment élaboré. Or, ce plan des dangers, et ça au terme de l'arrêté d'avril 2017, doit permettre de faire la synthèse des études hydrologiques sur la Guadeloupe, doit pouvoir préciser quelle est la conséquence de certains ouvrages ou certaines habitations sur la déviation des cours d'eau, également sur le plan mécanique la fiabilité d'un certain nombre d'ouvrages. Regardez bien ce qui s'est passé à Viard du côté de Goyave, mais également à l'entrée de Basse-Terre où une partie de la passerelle s'est effondrée. Et enfin, il faut une carte dite devenue des eaux. Et malheureusement, ce dispositif et ces différentes exigences ne sont pas suffisamment performantes, en tout cas fiables à l'heure actuelle, pour pouvoir anticiper réellement une situation de grande crue. Donc en fait, le progrès de nos collectivités, en particulier des intercommunalités, c'est justement d'affiner ce plan d'étude des dangers. Parallèlement, quand vous construisez, l'État, depuis la loi SRU de 2000, a mis en place le plan de prévention des risques naturels. Vous avez des zones rouges qui sont des zones qui sont fortement menacées. Alors il peut y avoir un PPRN séisme, toute la Guadeloupe, un PPRN cyclone, un PPRN submersion, et bien sûr, il y a des lois qui s'enchevêtrent, la loi sur l'eau et la loi sur le littoral. En fait, la grande problématique, beaucoup de personnes ont construit avant 2000 et par conséquent, on ne peut pas les chasser, entre guillemets. Ce qu'a prévu la loi, c'est la possibilité pour les maires de les déplacer. Mais jusqu'à présent, la loi n'a pu imposer de les forcer à être déplacés. C'est la raison pour laquelle certaines personnes qui sont dans des risques naturels ont vu passer les maires qui leur ont demandé de signer une décharge, comme quoi ils ont été informés que leur habitation est dans un espace très dangereux, lié à un espace rouge, et qu'ils prenaient donc la responsabilité de rester dans ce lieu en toute connaissance de cause. Donc en réalité, la grande difficulté, c'est le nombre de personnes qui ont construit sans permis, et pour deux raisons. D'abord, avant 2000, il y avait les plans d'occupation des sols et ce qu'on appelle l'indépendance des législations. Ça veut donc dire qu'il y avait une législation spécifique à l'urbanisme, mais que les législations environnementales ne venaient pas être des normes qui s'imposaient à l'urbanisme. Donc, on construisait très facilement jusqu'à l'an 2000. Par contre, à partir de l'an 2000, où il y a eu les plans d'occupation des sols par la loi SRU, on constate que des gens ont de plus en plus construit illégalement, puisque pour obtenir un permis de construire, il y a plusieurs normes qui s'imposent au plan d'occupation, en tout cas au plan local d'urbanisme, et par conséquent, ça devient difficile. Les gens ayant des terrains familiaux dans l'indivision, ayant des terrains disponibles, mais étant confrontés à de nombreuses normes, on constate qu'entre 2000 et 2020, il y a eu plus de constructions en coup de main illégales que ce qui se passait effectivement au préalable. Mais ça, c'est lié à l'insuffisance de simplification des procédures administratives qui permettent aux gens de construire. Alors on le verra tout à l'heure, ça a des conséquences, puisque quand vous construisez sans permis, vous avez une très grande fragilité en matière d'assurance. Il est toujours possible, en fournissant le document H1, d'obtenir de l'eau et de l'électricité, dans tous les cas de figure, à partir du moment où les communes attribuent un permis de construire, les communes s'engagent également à étendre les réseaux jusqu'à ceux, en tout cas à tous ceux qui ont eu un permis
en bonne et due forme. Donc c'est vrai que le système du PPRN permet de cibler un certain nombre de zones, mais qu'il y a une antériorité qui fait que beaucoup d'habitations de toute façon resteront fortement exposées, y compris aux aspects de submersion, même si l'établissement public foncier et l'agence des 50 pages géométriques cherchent à régulariser les situations le plus que possible, mais il y a des situations qui ne sont pas régularisables en raison bien évidemment des constructions en coup de main et bien sûr des dangers imminents qui menacent un certain nombre d'habitations. Donc c'est vrai, concernant cet aspect, il y a au niveau des prévisions météorologiques une amélioration, y compris au niveau des Américains, mais c'est également vrai que aussi bien le système GEMAPI ne s'appuyant pas sur le plan de danger que le système en lien avec le PPRN, ce sont des éléments qu'il nous faudra améliorer dans l'avenir. Très bien. Mais alors concrètement, comment ces dispositifs sont en mesure de protéger la population ? Sur deux bases. La première, c'est l'identification en fonction de la nature des sols, de la menace qui peut intervenir. Mais si les dispositifs ne s'appuient pas sur le plan d'étude des dangers, bien souvent les dangers interviennent alors même qu'ils n'ont pas été prévus. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bon, écoutez, on est censé, dans les zones rouges, interdire les constructions. Et quand on parle d'interdiction de construction, aussi bien dans les zones rouges que dans les zones bleues, puisque dans les zones blanches, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, on parle effectivement de prescription. Et aussi bien dans les zones rouges que dans les zones bleues, il y a des prescriptions d'urbanisme, il y a des prescriptions de construction et il y a des prescriptions d'exploitation et d'utilisation. Plus on est en zone rouge, plus ces prescriptions sont restrictives et par conséquent empêchent quasiment des constructions ou ne peuvent tolérer que des constructions particulières. En tout cas, dans la zone bleue, c'est beaucoup plus facile, en particulier pour les équipements publics. Donc c'est vrai que l'efficacité de ces deux systèmes est fortement liée à la capacité des plans d'occupation des sols de pouvoir intégrer dans l'usage qui est donné des sols au niveau des normes d'urbanisme, d'intégrer ces données, mais ce n'est pas facile. La preuve, c'est qu'on a été en difficulté pour Fiona. On l'avait déjà été, rappelez-vous, pour l'ouragan Lenny. Et on le sera vraisemblablement puisqu'il est prévu que les phénomènes soient de plus en plus violents, même s'ils ne sont pas aussi nombreux, mais qu'ils soient de plus en plus violents. D'accord. Nous passerons maintenant au deuxième sujet. Je vous en prie. Alors, le ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Carenco, a rappelé que la zone dans laquelle nous nous trouvions impliquait que ces événements étaient voués à se reproduire. Comment on peut interpréter ce discours de sa part ? En tout cas, il peut y avoir une interprétation de type évidence majeure, à savoir que quand vous venez dire à la population guadeloupéenne qu'il faut vivre avec ces événements naturels, mais écoutez, mon grand-père, notre arrière-grand-père, depuis le cyclone de 1928, on sait qu'il faut vivre avec les éléments. En fait, le ministre a voulu faire passer un autre message, à savoir que il y a maintenant, et on vient de le voir, un certain nombre de dispositifs locaux, on vient de parler de la GEMAPI ou du PPRN, qu'il appartient aux élus de mettre en place ces dispositifs. Et c'est donc un moyen de dire, mais n'attendez plus tout de l'État, puisque vous avez la possibilité localement d'avoir des instruments que vous devez mobiliser. Donc en fait, quand il dit il faut vivre avec les phénomènes naturels, je l'interprète comme étant, mais vous avez des outils juridiques, il faut intégrer le risque naturel dans vos politiques publiques et ne pas systématiquement, lorsqu'il y a une situation catastrophique,
se retourner vers l'État, sous-entendu que l'État-providence, même en temps de catastrophe, est censé ne plus exister. D'accord. Alors, il a mentionné un fait important, à savoir que l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, il serait publié au Journal officiel samedi. Il a mentionné d'autres fonds comme le Fonds de solidarité pour l'outre-mer. Est-ce que cet arrêté de catastrophe naturelle va pouvoir être une protection pour tous les sinistrés de Fiona? Pas du tout. D'abord, à titre exceptionnel, le ministre a reçu délégation, parce que c'est un arrêté interministériel, il a reçu délégation de signer cet arrêté de catastrophe naturelle, ce qu'il a fait à Basse-Terre. Donc, c'est un moyen dans le scénario de montrer qu'il y a la solidarité nationale. Le ministre est venu sur place. Et surtout, on a beaucoup critiqué le fait qu'il était ministre délégué en lien avec le ministre de l'Intérieur. Il fait la démonstration qu'il a la capacité juridique et politique de pouvoir signer en lieu et place de l'interministérialité un arrêté de catastrophe naturelle qui normalement est en général signé par le ministre de l'Intérieur ou voire même le président de la République. Premier élément. Maintenant, est-ce que ça va protéger les populations? C'est un intérêt pour l'accentuation des procédures. Mais cette accentuation des procédures, pour l'instant, n'a pas encore vraiment fait ses preuves si on s'appuie sur ce qui s'est passé à Saint-Martin lors du passage de l'ouragan Irma. Nous sommes à plus de 5 ans du passage de l'ouragan Irma et on sait les difficultés qu'il y a eu lorsque se sont confrontés l'imbroglio entre le plan de prévention des risques naturels de Saint-Martin, entre la dynamique spécifique à la collectivité territoriale. Donc, oui, cet arrêté est censé accentuer les procédures, mais pour l'instant, cette accentuation est beaucoup plus concernant certaines situations particulières, mais il ne faut pas généraliser cette accentuation des procédures. C'est le premier point. Le deuxième point, l'arrêté de catastrophe naturelle concerne surtout des personnes qui sont assurées et qui donc, à ce moment-là, peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides. Mais là encore, il connaît des limites. Et je vais prendre un seul exemple, les indépendants. Parce que des agriculteurs, des artisans, en tout cas des indépendants, ont été touchés. La Caisse générale de sécurité sociale, au vu de cet arrêté de catastrophe naturelle, a décidé de faire un geste d'aide à ces petites entreprises, les indépendants, mais a imposé des conditions. Il faut être à jour de ces cotisations sociales et fiscales. Donc, automatiquement sont exclus déjà une grande partie des entreprises, des indépendants, à moins que c'est un moyen de les forcer à les négocier un moratoire par rapport aux charges sociales et fiscales. Premier élément. D'autre part, il faut que ça soit exercé à titre principal. Et enfin, il est prévu qu'il y ait une étude au cas par cas. Donc, on voit bien que l'arrêté de catastrophe naturelle va vers les assurances en particulier, mais que pour ceux qui ne sont pas assurés directement, eh bien, les aides dont ils pourraient bénéficier ne sont distribuées que de manière très parcimonieuse et en tout cas ne peuvent en aucun cas être généralisées. J'ai pris l'exemple des indépendants. Maintenant, il existe d'autres aides, le fonds de secours d'urgence, le plan Orsec-Eau, mais je vous avoue qu'il faut attendre, puisqu'on connaît là-dessus la philosophie de l'État, surtout que le président de la République a rappelé que le temps de l'abondance est terminé. Alors, en tenant compte de l'usage, quelle est la doctrine de l'État en matière de solidarité nationale? Quand on prend 3 exemples, d'abord la situation de la Covid-19. On a vu les événements de novembre 2021 et plus récemment la problématique de Fiona. L'État, dans sa doctrine, reste assez régulier autour de 3 étapes. D'abord, l'État rappelle toujours la solidarité nationale. Donc, dire que l'État est présent. Par contre,
Ce qui change, c'est qu'il ne s'engage plus a priori financièrement, il se contente de rappeler les dispositifs existants. Autrement dit, quand le ministre est passé à la Guadeloupe, il n'a pas fait d'annonce précise, chiffrée. Il a précisé quels sont les dispositifs qui seront mobilisés et au regard des dispositifs mobilisés, ça lui permet d'opérer des transferts, à savoir que je ne pense pas que l'État fera un effort colossal pour la Guadeloupe avec un chèque supplémentaire. Il va y avoir une reventilation d'un certain nombre de crédits qui n'ont pas été suffisamment utilisés vers, bien sûr, d'autres crédits qui sont les plus nécessaires. En réalité, là encore, qui c'est qui va gérer le premier choc de Fiona? Bien, ce sont les collectivités locales. D'ailleurs, ce qui a commencé à être fait, le département et la région, ce sont eux qui, en réalité, deviendront les acteurs majeurs. Et vous verrez que l'État interviendra en appui, mettra à disposition ses services pour l'ingénierie quand il manque, mais quant à dire qu'il y aura des sommes financières colossales dans le cadre d'un plan sec qui seront dégagés pour la Guadeloupe, là ce n'est plus la doctrine de l'État, je ne cesse de le répéter chaque fois que j'interviens, le temps de l'État-providence, même dans la situation de douleur, c'est fini. Je pense que les Guadeloupéens l'ont compris parce que quand même Fiona a montré qu'il y a une dynamique de solidarité qui peut jouer à la Guadeloupe en cas de difficulté. Et c'est chaque fois qu'il y a un événement majeur comme celui qu'on a connu qu'on voit l'état de solidarité des Guadeloupéens. Donc maintenant, le Fiona vient nous rappeler de plein fouet que nous devrons nous prendre en charge politiquement et humainement nous-mêmes et ne plus attendre de l'État-providence qu'il puisse se substituer à notre volonté de solidarité ou aux politiques publiques dont les collectivités ont la charge. Place au troisième sujet. Alors, du 5 au 15 septembre dernier, s'est tenue la 9e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. On sait qu'en Guadeloupe, c'est un fait préoccupant. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre éclairage sur cette question? Est-ce que c'est plus lié à la pauvreté ou est-ce que c'est dû à un problème différentiel socio-culturel sur notre territoire? Je serais beaucoup plus partisan de la deuxième hypothèse. La première, vraisemblablement que le milieu, les conditions financières peuvent jouer, mais je vois le système de transport scolaire qui a été mis en place, le coût des repas à la cantine. En fait, l'aspect financier n'est pas un obstacle fondamental, me semble-t-il, pour expliquer l'importance de l'illettrisme. Je rappelle que près de 50 000 Guadeloupéens sont concernés par la situation d'illettrisme, que cet illettrisme, ça veut dire que chacun qui sont les illettrés n'ont pas les bases nécessaires pour leur permettre de comprendre, par exemple, un document administratif ou d'effectuer un certain nombre de calculs, qu'il faille quand même distinguer l'illettrisme de l'analphabétisme. L'analphabète ne sait ni lire ni écrire. L'illettré arrive à lire, mais a des difficultés à déchiffrer ce qu'il lit. Et c'est vrai que les aspects matériels et financiers, je ne suis pas très certain que ça soit, en tout cas, la cause principale. De même qu'il est souvent entendu comme revendication le besoin de personnel. Certes, il y a un besoin d'enseignants supplémentaires à la Guadeloupe, mais là aussi, quand on voit la baisse des effectifs, on comprend que l'État peut à certains moments se dire, voilà, j'applique mes ratios à la Guadeloupe, comme je les applique d'ailleurs dans l'Hexagone, preuve que nous ne sommes plus, la notion de spécificité ou de particularité n'a plus son sens. En fait, il y a des ratios qui sont appliqués et ces ratios sont appliqués à la Guadeloupe. Alors en fait, je reste persuadé que c'est le différentiel socio-culturel qui génère cet illettrisme, qui ne peut être dissocié, me semble-t-il, de l'échec scolaire. Et j'apprécie beaucoup les travaux, je me suis en tout cas beaucoup intéressé aux travaux de Pierre Bourdieu. C'est lui qui a écrit Les Héritiers, il a également écrit La Reproduction, et il dit qu'il y a en chacun d'entre nous une habitus.
L'habitus, alors pas l'habitude, hein, l'habitus. L'habitus, c'est que les éléments socioculturels dans lesquels nous évoluons, automatiquement, en fonction de la catégorie sociale à laquelle on appartient, sont plus ou moins proches des critères de l'évaluation de l'école. Et on sait que l'école française en particulier est une école très conceptuelle. Ça veut donc dire que l'évaluation s'appuie sur une approche très conceptuelle de la réalité, différente du système américain qui est beaucoup plus pragmatique. Donc, je reste persuadé que cet illettrisme est la conséquence d'origines sociales différentes, que ça soit sur le plan linguistique, ceux qui sont d'origine créolophone, anglophone, hispanophone. Quand vous allez dans nos écoles rurales, vous constatez qu'il y a un pourcentage non négligeable de la population des classes primaires ou des maternelles qui sont d'origine étrangère. Il aurait fallu mettre en place pour eux une pédagogie particulière, ce qui n'est pas fait. D'autre part, on constate que ceux qui sont le plus en situation d'illettrisme sont issus de catégories sociales qui ne sont pas forcément dites dans la norme culturelle. À cela vient s'ajouter le processus d'assimilation, à savoir qu'on a quand même vécu un passé colonial et que la référence aux Français était une forme de distinction sociale. La combinaison de ces trois facteurs socioculturels me semble actuellement être la cause principale de l'illettrisme à la Guadeloupe. Alors, pour résoudre le problème, une lueur d'espoir, alors il faudra certainement des enseignants et puis des classes moins surchargées. Mais je pense que l'informatique, compte tenu que les jeunes actuellement, quel que soit leur milieu social, appréhendent l'informatique, quelle que soit l'origine des parents, vous voyez bien les enfants avec leurs tablettes, etc. L'informatique peut donner une chance d'éviter que ces hiérarchies sociales se reproduisent à travers l'école pour continuer à ce que les élites, les fils d'élite, restent les fils d'élite. Il y a eu à un moment donné certaines tentatives qui ont consisté à la discrimination positive. Certaines grandes écoles ont recruté dans des quartiers difficiles. Il n'empêche que pour l'instant, et s'agissant de la Guadeloupe, c'est un véritable problème, puisque je rappelle qu'environ 25% des Guadeloupéens, en tout cas d'une tranche d'âge allant de 16 à, je crois, 65 ans, alors je ne compte pas plus de 65 ans et moins de 16 ans, 50 000 personnes sont en situation d'illettrisme. En France, c'est 7%. Ça veut donc dire que nous, on est à près de 4 fois plus d'illettrisme que dans l'Hexagone. Me semble-t-il que le problème socioculturel est le problème fondamental qui peut être résolu, me semble-t-il, par une approche plus informatisée de la gestion de l'école. Eh bien, merci, Georges, pour vos analyses. Notre émission touche à sa fin. Je vous en prie. Nous remercions également les téléspectateurs pour leur fidélité. On donne rendez-vous vendredi prochain, 20h, pour de nouvelles analyses en allant au fond des sujets comme à notre habitude. Au revoir.